voir ici que quand on est quotidien, comment réussir, c'est lorsqu'on a cette forme de vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue. Nous sommes souvent là pour, c'est pas pour vous, des figures pertinentes pour nous, et éplucher des questions plus tard. Apollinaire Kassonga, à qui je vais dire bonjour. Bonjour. J'espère bien que vous êtes préparés. Hein. Ah oui, nous allons. Très bien. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que le jour dominé par le dialogue. Beaucoup de gens, vous savez, c'est un processus crucial qui vise à assembler, à réunir beaucoup de parties prenantes pour discuter sur les problèmes, à trouver des solutions à ces derniers. Mais savoir qui sont censés y participer, quels sont les enjeux et surtout les défis à relever pour arriver à extirper cette crise qui frappe ou qui gangrène notre pays. Alors, cette projet, mesdames et messieurs, notre envie, il n'est pas présenté, c'est une figure courante, bien connue dans la sphère politique, de par ses analyses bien affûtées. Alors, j'ai envie de dire bonjour, monsieur Dieudonné Kiché. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est président du parti politique Congo Positif, mais également anti-dialogue. Alors, monsieur Dieudonné Kiché, de prime abord, nous aimerions savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à concevoir cette initiative Front anti-dialogue. Parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui vous traitent d'un belliciste, de quelqu'un qui n'aime pas la paix, de par vos propos que les Congos normalement doivent se doter de la chanson de la guerre. Au lieu de parler et trouver des solutions adéquates pour remédier à ces fléaux qui frappent notre pays. D'abord, laissez-moi vous remercier pour l'honneur que vous me faites d'être suivi par vos téléspectateurs. Salut avec beaucoup de respect. Bon, la problématique du dialogue, nous sommes en train de la combattre dans notre pays. Parce que la tangente qu'on a donnée à notre pays, la voie des dialogues, c'est tangente, c'est une voie de capitulation, c'est une voie de la faiblesse. On a toujours, depuis un moment, on a voulu montrer que le Congo le peuple congolais n'est pas capable de quoi que ce soit. Donc, tout ce qu'il faut, c'est de lui imposer des choses. Parmi les choses qu'on nous a toujours imposées, c'est les dialogues. Et les dialogues, ici, c'est curieux de constater que tous les leaders politiques de notre pays ont adhéré à l'idée d'un dialogue, alors que c'est juste un mensonge, c'est juste un raccourci. Des gens qui n'ont plus rien à proposer comme tel, lorsque vous analysez la question. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, comme vous le savez, mieux peut-être même que moi, notre pays fait l'objet de l'agression depuis maintenant 30 ans. Notre pays Rwanda ne se cache pas de ses activités malveillantes sur notre pays. Et le Rwanda sait que chaque fois qu'il va nous tordre la main, chaque fois qu'il va nous coincer en nous arrachant même 1 mètre carré de notre territoire, parce qu'il aura tué beaucoup de Congolais, parce qu'il nous aura
il aura occupé une partie de notre territoire et que cela nous poussera absolument à chercher à récupérer notre territoire et avoir la paix, il nous amène toujours, il nous a amené plus de 40 fois à signer des accords. Des accords non productifs. Non productifs, à la suite des dialogues. Donc, il nous a amené, c'est un schéma qui a été mis en place par le Rwanda. Le Rwanda qui est l'instigateur de tout ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a personne d'autre, parce que lui-même ne s'en cache même plus. Le Rwanda lui-même vous dit, c'est moi. Le Rwanda vous dit, j'ai Bukavu, j'ai Goma. Le Rwanda vous dit, je collabore avec les rebelles. Donc, à la fin, le Rwanda vous dit que c'est lui. Alors, à partir de quel moment nous allons dialoguer ici pour arrêter la guerre? Quand bien même, la guerre n'est pas faite par nous. La guerre est faite par un pays identifié dans toutes les organisations internationales. Aujourd'hui, les résolutions des Nations Unies, on ne les compte plus. On n'en compte plus. Il y a plusieurs résolutions des Nations Unies qui citent les Rwandais. Et malgré tout ça, vous trouvez des leaders politiques au Congo qui vous disent la solution c'est le dialogue. À quel moment nous allons nous réunir autour de la table pour parler de l'Est de notre pays et que la paix puisse venir si le Rwanda n'est pas contraint, si le Rwanda n'est pas poussé à arrêter ces velléités. C'est comme ça que nous avons vu que nous, ce qu'on est en train de véhiculer ici sur notre pays, c'est de mauvaises choses. Faire croire à tout un peuple qu'il ne nous reste plus une autre solution que nous pouvons essayer à part les dialogues. Où est-ce qu'on peut voir des choses comme ça? Parce que, à part les dialogues, il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'offrent à notre pays. Parmi ces possibilités, il y a l'autodéfense populaire. Le Congolais ne s'est pas encore battu. Mais le Congolais qui ne s'est pas encore battu, parce que cette guerre, on ne l'a fait pas à un régime. Cette guerre, on l'a fait au peuple congolais et à la République démocratique du Congo. J'en veux pour preuve le fait que quand les Rwandais sont venus avec Mosé en 1996, ils nous ont dit qu'ils venaient nous aider à chasser les dictateurs. Quand il est parti, les Rwandais sont restés ici. Ils sont restés avec Mosé Laurent Kabila, qui les avait amenés. Et après, vous connaissez les sorts. Mais peut-être qu'ils avaient signé des accords en privé, peut-être. Oui, bon, ils peuvent bien signer les accords, mais vous n'allez pas signer les accords sur les pays d'autrui. Vous ne pouvez pas. Les accords que vous signez doivent être des accords favorables à ce pays. Ou les accords dans l'intérêt mutuel. Mais pas des accords que vous signez que le peuple lui-même ne connaît même pas. Parce que même lorsque vous signez avec le président de la République, dans le cas de Bouzé par exemple, ces accords-là, s'ils ne sont pas validés par les parlements, s'ils ne sont pas validés par le peuple, ce sont des faux accords. Alors, j'étais en train de vous expliquer que cette guerre que le Rwanda fait, depuis maintenant 31 ans à notre pays, il ne fait pas cette guerre à un régime. Ce n'est pas une guerre qu'on fait à un régime. C'est une guerre qu'on fait au peuple congolais et c'est une guerre qu'on fait à la République démocratique. Parce que si c'était une guerre qu'on faisait à un régime, cette guerre allait s'arrêter avec le départ du président Mobutu. Parce qu'on nous a dit qu'on venait nous aider à chasser Mobutu. Les dictateurs partis, la guerre a continué. Mouzé qui est venu avec eux, leur ami qui est venu, qu'ils ont accompagné, vous connaissez les sorts qu'ils lui ont réservés. Et Mouzé est parti et les Rwandais sont restés ici. Donc ce n'est pas une guerre de régime. Mouzé même mort. Le président Joseph Kabila est venu ici. Il a pris le pouvoir et lui également, on lui a fait la guerre. On lui a fait la guerre. Souvenez-vous de tous les accords, Amani, beaucoup d'accords ont été signés sous notre donc, Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, comme président, ils ont continué avec la guerre. Et aujourd'hui, Joseph Kabila parti, c'est le président Tshisekedi, la guerre continue. Donc,
c'est comme on peut dire que tous nos présidents, aux yeux des Rwandais, sont des mauvais présidents. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une guerre qu'on fait à un régime. Parce que ça fait 4 régimes qui se sont suivis. 4! Donc, si nous comprenons très bien, derrière ces accords, il y a peut-être un noir caché quelque part, mais apparemment, avec l'accord de Washington, puisque c'est aussi une lueur d'espoir. Mais ma question est de savoir, est-ce que les politiciens congolais ont adopté ce dialogue, inclusif parce qu'ils se sentent dans une position de faiblesse ou ils se sentent prêts à affronter cette crise? Bon, je pense que dans la catégorie des politiciens congolais, il faut distinguer, je peux dire, deux. Déjà, le chef aussi, il est d'accord. Vous savez que parmi les politiciens congolais qui sont nés en politique, qui ont fait la politique à partir du Rwanda, ont allégeance au Rwanda, et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ceux-là, vous allez les retrouver. Pour la plupart, vous allez les retrouver parmi ceux qui et ce sont des infiltrés. Je ne dirais pas que ce sont les infiltrés, mais en tout cas, beaucoup ont des liens, ou beaucoup ont eu des liens avec les Rwandais, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Et donc, il y en a qui sont comme redevables au Rwanda. C'est ça que vous ne les sentez pas dans des positions tranchées quand le Rwanda attaque notre pays. Parce que, écoutez, aujourd'hui, mon cher Congolais, je dis bien, aucun qui allait tenir un autre langage que le langage du Congo. C'est un indice, c'est un indicateur. Donc, vous êtes agressé. L'agresseur est chez vous, en train de tuer vos compatriotes, les gens que vous prétendez diriger demain. On les tue, on les massacre, on les malmène comme on les fait. Moi, j'ai vu une image grave d'un enfant en train de téter aux mamelles de sa mère, alors que le corps sans vie de sa mère était par terre. Je crois que vous avez vu ça. Les politiciens, ça ne leur dit rien. Et ils viennent vous dire, nous devons dialoguer. Nous allons dialoguer avec qui? Parce que c'est lui qui fait tout ça, c'est le Rwanda. Et le Rwanda ne se cache pas. Il a dit, je collabore avec les M23. Alors, quel est ce politicien qui, après ces discours-là, doit réclamer le dialogue? Vous comprenez que si vous n'avez pas de lien avec le Rwanda, vous ne pouvez pas réclamer le dialogue. Parce que quand vous vous asseyez, vous regardez vraiment comme ça, avec toute votre intelligence, le dialogue qu'on peut tenir, c'est pour résoudre quel problème? On évolue avant de... Si nous allons au dialogue, c'est pour quelle matière? C'est pour parler de quoi? Et qui a la garantie que il suffit qu'on se mette autour de la table. Dès que nous terminons de dialoguer, la guerre s'arrête. Qui a cette garantie-là? Parce que celui qui a cette garantie ne peut qu'être celui qui a parlé avec le président du Rwanda. Parce que cette guerre, c'est lui qui l'a fait. Parce que nous étions avec vous dans ce pays ici. Vous connaissez quand même Corneille Nangaa. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour faire la guerre, entretenir les militaires? Une cartouche, une munition. C'est $1, mon frère. Il faut combien de munitions pour faire la guerre pendant tout ce temps ici? Où est-ce que lui a trouvé l'argent? Et s'il a signé des accords avec le Rwanda, on peut nous montrer ces accords. Parce que ce sont ces accords-là qui créent les problèmes à notre pays. Et c'est là les fonds anti-dialogue. C'est pourquoi nous refusons tous ces dialogues-là. Parce que vous allez tenir des dialogues sans savoir qu'est-ce que ceux qui ont créé les rébellions se sont convenus avec le Rwanda. Je pense qu'on va continuer. Et toujours avant de passer la parole à moi, toujours dans votre fil d'idées d'anti-dialogue, je pense que vous avez suivi. Et un programme expansionniste et surtout réclamant des territoires congolais, bien sûr, mais
Mais les Rwandais, un petit pays qui est considéré comme une sourinène, qui vit l'arrogance face à un Congo Goliath, une autre. Mais on constate que le gouvernement n'arrive pas à face à ces propos abjects et incohérents. Il y a une certaine mesure, on peut comprendre que le gouvernement a peur peut-être des conséquences néfastes face à ce que Paul Kagame cherche dans notre pays. Non. Le gouvernement congolais, comme les Congolais eux-mêmes, ont adopté une attitude. Parce que l'attitude du président rwandais, c'est une attitude de provocation. Il sait très bien qu'il ne peut pas faire la guerre au Congo. Parce que partir de Kigali jusqu'à Kinshasa, il vous faut des hommes, il vous faut de l'argent, il vous faut beaucoup de choses. Et le Rwanda n'a aucun moyen de le faire. Il le sait très bien. Mais s'il fait tout ça, c'est parce qu'il sait qu'il a des soutiens qu'il a et il sait qu'il a des complicités chez nous. Nous, notre problème, ce sont ces complicités-là qui ont fait du Rwanda ce qu'il est devenu. Ce sont nos propres complicités. C'est pourquoi je vous parle de la catégorie d'acteurs politiques congolais qui sont attachés au Rwanda. Et ils sont dangereux. Ils sont très dangereux parce qu'ils ne peuvent rien dire devant leur maître. Pour tenir le discours anti-dialogue, il a fallu que ce soit des gens comme nous qui n'ont aucun lien avec le Rwanda. Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Parce que nous parlons de notre pays. C'est eux qui doivent avoir peur d'agresser un pays souverain et indépendant, protégé par la Charte des Nations Unies. Ils n'ont même pas peur des Nations Unies. Ils n'ont même pas eu peur des Nations Unies. Parce que la complicité dont ils ont bénéficié de la part des Congolais leur a fait penser qu'ils étaient devenus les maîtres. Et je peux vous dire que le Rwanda n'est rien. Le Rwanda n'est rien. C'est pour cela, même lorsque nous appelons à l'autodéfense populaire, nous allons faire sortir le Rwanda de notre territoire. Nous n'avons même pas besoin d'amener la guerre au Rwanda. Ce n'est même pas nécessaire. Ce n'est même pas nécessaire. Exactement. Vous avez Voilà. une autre question? Ok. Merci beaucoup, Amo. Monsieur Dieudonné Nkechi, le dialogue est perçu comme un outil démocratique. Rejetez-vous. D'abord, c'est faux de dire que le dialogue, c'est un outil démocratique. Faux et archi faux. Parce que si vous dites que le dialogue, c'est un outil démocratique, où est-ce que vous placez les élections? Où est-ce que vous placez les mandats? Comment vous comprenez un mandat par rapport au dialogue? Parce que si vous m'avez confié un mandat, c'est pour que je puisse exercer mon pouvoir selon ma vision, n'est-ce pas? C'est ça le pouvoir, c'est ça la démocratie. Le peuple est allé aux élections, il a voté des dirigeants qui sont là, et à qui il a donné un mandat? Mandat veut dire, vous avez le pouvoir de résoudre les problèmes selon votre vision. C'est ça le mandat. Maintenant, moi je suis élu. Les élus que nous avons dans notre pays, les présidents de la République, les élus nationaux, les élus provinciaux et communaux, voilà les gens qui ont les mandats. Voilà les gens qui ont le pouvoir d'engager la République démocratique du Congo. Alors, selon leur vision, mais lorsque vous sortez pour dire nous devons dialoguer, d'abord vous tirez, ceux qui réclament les dialogues, ils tirent leur légitimité d'où? Ils tirent ces pouvoirs-là d'où? Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Donc, juste parce que vous avez créé un parti politique, juste parce que vous êtes acteur politique, donc vous arrachez la souveraineté du peuple. Parce que le peuple, lorsqu'il confie le pouvoir, c'est parce qu'il est souverain, selon qu'il est écrit à l'article 5 de la Constitution. Maintenant, les gens qui sortent pour réclamer, revendiquer les dialogues, ils tirent ces pouvoirs-là d'où? Le problème du genre, ces victimes de guerre, pensez-vous pas que c'est autour, par exemple, des concertations qu'on
Vous trouvez par exemple une justice transitionnelle? Non, ce n'est pas autour de ça. C'est ce que le Rwanda nous a fait faire jusqu'ici. Les déplacements massifs, les gens qui meurent. Nous avons besoin de la paix. Au nom de cette paix sans paix, nous avons signé des faux accords, nous avons pris des attitudes qui nous ont desservis. Parce que même après avoir fait ça, après avoir signé des accords, pour que les gens cessent de mourir, est-ce que les gens vont cesser de mourir depuis 30 ans dans notre pays? Les gens continuent à mourir. Donc, les accords n'ont pas donné de solution. Tout ça, on le fait sans chercher à renforcer l'État. Parce que lorsque vous avez l'État qui fonctionne, que vous n'avez pas affaibli, c'est à l'État de faire tous ces jobs-là, de faire ce travail, de défendre les populations. Ce n'est pas aux accords de défendre un pays. Ce n'est pas au dialogue de défendre un pays. D'autant plus que nous en avons l'expérience. Quel est ce dialogue qui va dépasser le dialogue de Sun City, mon cher frère? Parce qu'après le dialogue de Sun City, les Congolais les voici en train d'être tués. Ils continuent à être, même pendant que nous parlons avec vous ici, il y a des affrontements à l'est de notre pays. Et donc vous comprenez que ce n'est pas la tenue du dialogue qui va résoudre les problèmes. Nous sommes de ceux qui pensent que lorsqu'on vous pose une question mathématique, vous devez donner des réponses mathématiques. Lorsqu'on vous pose une question de géographie, donnez des réponses de géographie. Lorsqu'on vous pose une question de géographie, vous donnez des réponses d'histoire, vous échouez. Kagame nous pose une question de guerre. Le président du Rwanda, il ne connaît que la guerre, il ne connaît pas la paix. Et la paix ne peut pas venir de la paix. La paix vient de la guerre. Qui veut la paix fait quoi? Il prépare la guerre. Vous écoutez? Mais on nous pose le problème de guerre. On nous a même dit que celui qui veut la paix, si nous voulons la paix, ce que nous devons chercher, ce n'est pas la paix, ce que nous devons chercher, c'est la guerre. Alors, au lieu alors de nous battre, de faire ça, nous sommes ici en train de chanter. Papa. Le monde appartient aux violents. Le monde appartient aux forts. Vous êtes faibles, on vous écrase. C'est comme ça qu'on est en train de nous écraser. Parce que chez nous, nos leaders nous ont enseigné la faiblesse. Ils nous ont enseigné d'aller pleurnicher. Vous voyez comment ils sont partis. Vous avez vu même les évêques qui se sont réjouis d'être allés au Rwanda, de bénir les gens qui tuent les Congolais. Donc voilà. Je demande votre refus catégorique à ces dialogues. Ne voyez-vous pas que ça peut aggraver les tensions politiques et sociales? Non, pas du tout, au contraire. Ça va atténuer les tensions. Parce que après toutes ces histoires, nous allons apprendre à respecter les institutions. Parce que le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que le peuple a mis en place. Eux, ils ne connaissent pas ça. Parce que les peuples ont mis en place une constitution. Et ils ne connaissent pas la constitution. Les peuples ont mis en place les institutions. Ils ne connaissent pas les institutions. Le peuple a mis en place tout ce que nous voyons ici. Mais les gens qui réclament des dialogues, ça ne leur dit rien. Parce que si ça leur disait quelque chose, ils n'allaient pas réclamer des dialogues. Ils allaient savoir, non, il y a des autorités qui sont établies. Et le peuple souverain a établi, laissons-le faire leur travail. Mais je vous ai demandé ici, tous ceux qui réclament les dialogues ici, ils retirent cette légitimité-là. D'où? Face aux gens qui sont élus. Vous avez des élus. Mais à côté, vous avez des gens qui sortent de leur lit, qui commencent à vous dire, nous devons dialoguer. Et il y en a même qui sont beaucoup plus pilotés, qui vous disent, le président de la République, un élu au niveau suffrage universel. Voici les gens qui sont en train de nous dire, non, ils consolident. D'abord, est-ce que nous avons un problème de cohésion nationale? Je ne sais pas. Mais je pense que le problème que nous avons, et c'est là l'approche, on a deux approches. Il y a au Congo les politiques, les acteurs politiques qui pensent que la crise que nous vivons, c'est une crise interne. Mais crise interne qui se décline par quoi de concret? Personne ne vous le dit.
Mais nous sommes de ceux qui pensent que la crise que nous vivons, c'est une crise d'origine rwandaise. C'est le Rwanda qui fait tous les problèmes que nous avons. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est mettre les Rwandais dehors à travers l'autodéfense populaire. Vous parlez de l'autodéfense populaire aussi longtemps que cette même population est infiltrée, on peut le dire, parce que lorsque vous dites que les Rwandais posent ce genre de dialogue, c'est parce que les Rwandais collaborent avec quelques politiciens congolais qu'on sort. Maintenant, comment voulez-vous que cette autodéfense populaire puisse être bien tenue alors que nous sommes nous-mêmes infiltrés par les Rwandais? Parce qu'un Congolais est flexible face à la corruption, est flexible face à la complicité et qu'on sort. Comment voulez-vous que cette même population puisse se défendre? La population devra se défendre à partir du moment où il a commencé à comprendre que la guerre, ce n'est pas à un régime qu'on est en train de faire cette guerre, c'est à la population, c'est à l'État congolais, c'est au peuple congolais qu'on fait la guerre. Ça, c'est déjà beaucoup que le peuple lui-même comprenne ça. Maintenant, l'autodéfense populaire, c'est ça qui vient maintenant cimenter la paix. Parce que ici, on était habitué à pleurer. Il suffit que Kagame tous là-bas, nous ici, on commence à pleurer. Mais aujourd'hui, même ces relais, tous ceux qui nous ont infiltrés, il y a un grand travail qui est en train de se faire pour désinfiltrer notre espace. Il y a un grand travail qui est en train de se faire. Donc, nous espérons que ce grand travail va continuer pour vraiment désinfiltrer tous les milieux, mais ceux qui nous ont infiltrés, même s'ils ont la complicité de nos compatriotes, ils ne sont pas aussi nombreux que nous. Nous sommes 120 millions. Donc ceux qui nous ont infiltrés, je ne pense pas qu'ils sont même 20 millions, même pas 10 millions. Donc ils vont finir par arrêter. Est-ce que vous êtes posé une question de savoir comment arriver à typer anti-dialogue alors qu'il y a la majorité qui propose ce dialogue pour arriver à trouver des problèmes nationaux. Mais vous êtes toujours contre ce dialogue. Et vous voulez que la RDC fasse la guerre contre le Rwanda. Est-ce que la RDC réunit toutes les conditions possibles pour faire la guerre à un pays comme le Rwanda? Nous disons bien que nous n'avons même pas besoin d'une guerre contre les Rwandais. Parce qu'une guerre du Congo contre le Rwanda, c'est peut-être pour effacer le Rwanda. Regardez là, rien qu'en termes du nombre, n'est-ce pas? Quand je prends seulement la population qui est à l'est de notre pays, nous disons nous allons envahir le Rwanda. Qui va subsister là-bas? Même avec les armes les plus sophistiquées. Ils ne vont pas arriver. Donc, la guerre dont nous parlons ici, c'est une guerre pour sortir seulement bonnement les Rwandais. Vous cherchez des problèmes. Entrez chez vous, ne venez plus jamais ici. Et ça, c'est l'autodéfense populaire qui va le faire. Parce que imaginez, la guerre passe par l'infiltration. Imaginez si dans chaque maison, chaque Congolais qui y est dénonce le Rwandais ou l'étranger qui est venu pour faire la guerre va se faire? Elle ne va pas se faire. Et c'est ça l'autodéfense populaire. D'abord, l'une des étapes, c'est de dénoncer les présences ou la présence étrangère nocive chez nous. Et ça, il faut que tous les Congolais, et c'est comme ça qu'on vous dit tous les grands services secrets, les grands services de renseignement qui fonctionnent ailleurs. C'est parce qu'il y a une population qui dénonce tout ce qu'ils voient. Moi, j'ai vu une fois, je suis allé en France. À peine je venais de poser ma valise, je sortais pour aller acheter des petites choses et revenir. Les quartiers étaient en ébullition. Les gens étaient en train de se demander, mais celui-là qui est venu, c'est qui? Vient d'arriver. C'est qui vient d'arriver? Imaginez si tous les Congolais font ça. Et si tous les Congolais doivent faire ça, pour savoir c'est qui vient d'arriver. Mais ça doit commencer par le changement de mentalité. Donc c'est tout un processus, si je comprends très bien. Non, ce n'est pas un processus parce que nous sommes agressés. Nous sommes agressés, donc ça doit commencer. C'est comme ça que nous, du Front Anti-Dialogue, parfois on s'étonne
de comment le gouvernement n'actionne pas les fonds de l'autodéfense populaire. Parce que vous savez que le Ouazalendo, c'est déjà le début du front de l'autodéfense populaire. Le Ouazalendo, c'est déjà l'autodéfense populaire. Les Guinois qui ont défendu Kinshasa en 1998, quand les mêmes Rwandais sont venus ici avec des armes, et que les Guinois à Tchangou les ont désarmés, c'est quoi? C'est l'autodéfense populaire. Les Rwandais ici, ils étaient très armés, mais ils ont été désarmés, vous connaissez l'histoire. Donc, les Ouazalendo qui se battent à l'Est, c'est quoi? C'est le modèle de l'autodéfense populaire. Donc, si ça s'est fait déjà à Goma, à Bukavu, vous pensez qu'à Kinshasa, ce n'est pas possible? Et il faut qu'il y ait des Ouazalendo de Kinshasa, les Ouazalendo du Kasaï central, les Ouazalendo de l'Omani, les Ouazalendo de l'Équateur, les Ouazalendo partout. Pour faire ce travail d'entrer dans chaque maison, vous c'est qui? Nous devons connaître qui est qui ici. Très bien, j'espère que le... Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Allez-y. Donc, président Nkishi, à quel moment jugeriez-vous indispensable pour le dialogue? À aucun moment. Le dialogue piloté, commandé par le Rwanda et qui fait l'objet de publicité par le relais du Rwanda n'aura jamais lieu. Celui de Sun City, pour moi, aura été le dernier. Donc, il n'y a aucun moment qu'un tel dialogue va encore se produire dans notre pays. Vous savez comment? Oui, comment? Parce que nous avons dit aux dialogueurs, à ceux qui demandent le dialogue, nous leur avons dit, avant d'aller là-bas, publiez vos cahiers de charges. Ce qui n'a pas été fait. Pourquoi ils ne publient pas les cahiers de charges? Il y a un Roche, on peut comprendre. Il y a un Roche. Vous avez des revendications qui sont favorables aux Congolais. Vous voulez aller parler au nom des Congolais. Mais les Congolais vous demandent de publier vos cahiers de charges, ce que vous irez dire là-bas. Ils refusent. Donc ils veulent dupliquer leur modèle où ils sont allés dans les Sun City, ils sont allés à Lusaka, ils sont allés à Gaborone, à Addis Abeba, ils sont allés partout, parler des Congolais, parler du Congo, sans les Congolais, en catimini, dans l'opacité totale. Et ils sont revenus ici avec les résolutions, ils nous ont imposées. Cette fois-ci, nous disons non. Même lorsqu'ils, si par hasard, ils tenaient leur dialogue et qu'ils sortaient des résolutions, nous avons, nous du Fonds anti-dialogue, deuxième exigence, nous avons exigé que les résolutions de ces dialogues-là soient soumises à la Cour constitutionnelle et à l'Assemblée et au Parlement, Assemblée nationale, Sénat, pour que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent examiner si ces résolutions-là sont conformes aux aspirations du peuple congolais. Et que la Cour constitutionnelle puisse elle aussi regarder est-ce que ces résolutions ici sont conformes à la Constitution. Donc, ils peuvent bon se réunir. Nous ferons échouer leurs résolutions avec ces processus-là. Parce que s'ils sortent des résolutions qui ne passent pas par la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'ils veulent faire un coup d'État constitutionnel. Et ça, personne ne va l'accepter. Et si votre démarche échouée, qu'adviendra-t-il? Comment ça va échouer là où ils seront en train de faire les choses qui sont contre les intérêts du peuple congolais et que le peuple congolais puisse les regarder? Non, ça ne pourra pas échouer. Ce sont leurs histoires qui vont échouer parce que, vous voyez, déjà qu'ils sont en train de cacher. Publier le cahier de charges, ils ne veulent pas. Personne ne veut publier ce cahier de charges. Quand ils veulent... Si je comprends votre crainte, c'est au finish, il y a le partage du pouvoir, le partage du gâteau, c'est ça? Mais c'est entre autres ce que nous craignons. Nous craignons qu'ils prennent, d'abord, qu'ils volent la souveraineté du peuple. Parce que de tous ceux qui parlent là, de tous ceux qui réclament les dialogues, qui est souverain? Qui est souverain? Qui a la souveraineté du peuple?
Qui est peuple? Personne. Ils ne représentent pas non plus le peuple. Ils ne sont pas des élus. Donc, ils ne peuvent pas parler au nom du peuple congolais. Parce que le peuple congolais s'est déjà choisi ses représentants. Et le peuple congolais garde sa souveraineté. Donc, vous voulez, et la loi, donc la Constitution, l'article 5 de la Constitution, interdit à quiconque de s'attribuer la souveraineté du peuple congolais. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de violer la Constitution. Parce que personne parmi les Congolais ne les a envoyés. Donc, vous comprenez que cette affaire-là, le temps où ils étaient en train d'aller boutiquer des choses sur les dos des Congolais, signer des accords opaques. Non, c'est terminé ce temps-là. Mais n'avez-vous pas que diplomatiquement parlant, le chef de l'État est en train de se battre jour et nuit pour trouver des solutions avec le dernier accord de Washington? Est-ce que ce n'est pas une lueur d'espoir pour leur population? L'accord de Washington procède du pouvoir que les Congolais ont donné au président de la République en tant qu'élu, en tant qu'institution nantie du mandat du peuple. C'est normal. Cet accord-là, c'est un accord tout à fait normal et cet accord a été publié. L'accord a été publié. Aujourd'hui, l'accord est accessible à tout le monde. Nous disons, si eux veulent du dialogue, qu'ils publient les cahiers des charges avant d'aller dialoguer. Et puis, si par hasard, par pur hasard, le fameux dialogue s'est tenu, que vos chaînes de télévision soient là pour nous transmettre en direct, qu'on sache, qu'on écoute ce que chacun d'eux sera en train de dire. Et n'avez-vous pas qu'avec cette anarchie, où les autres parlent du dialogue, entre-temps, l'Est du pays sous toujours occupation des rebelles du M23 et AFC, je cite d'ailleurs, ne veut pas qu'en attendant que nous puissions arriver ou aboutir à des solutions adéquates, en même temps, cela affecte quand même l'économie du pays et c'est les petits peuples qui souffrent. Je crois que la souffrance du petit peuple est en train d'aller vers la fin. Parce que cette guerre, cette aventure, pour nous, du Front Antidialogue, c'est une aventure qui est terminée depuis le mois de janvier 2025. La guerre était déjà finie depuis janvier 2025. Donc, je peux ici vous annoncer que d'ici le mois de juin, cette guerre sera complètement terminée. Guerre ici que vous voyez. Vous avez des assurances? Nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de voir. Je peux me risquer de dire que d'ici le mois de juin, notre pays va recouvrer sa paix totale. D'ici le mois de juin. Parce que, vous savez, tout ce qui se passe sont des aventures. Sont des aventures. Ceux qui sont là-bas à l'Est, qui est-ce que vous avez entendu qui a une revendication liée aux intérêts du peuple congolais? Donc cette guerre ne va pas continuer pour les intérêts du Rwanda. Quand même. Quand même. Donc à un moment donné, il y aura un sursaut, il y a un sursaut patriotique qui fait que cette guerre va s'arrêter d'ici le mois de juin 2026. C'est Dieu Nkeshi, l'autre question qui me vient à l'esprit, c'est celle de la Constitution. Je rappelle les institutions de Kinshasa et les grandes changer cette Constitution. Changement de la Constitution. Bon, moi je ne peux pas répondre à la place des institutions du pouvoir parce que c'est... En tant que politique. En tant que politique, tout le monde connaît ma position face à cette constitution. Tout le monde connaît la position du Congo positif face à cette constitution, à ce que vous appelez constitution. Ce n'est pas une constitution. Pas une constitution. On a déjà perdu trop de temps. C'est trop tard qu'on ne l'ait pas changé. Donc on a perdu beaucoup de temps à ne l'avoir pas changé. Et les gens n'imaginent pas quel mal cette constitution a fait aux Congolais en résistant comme ça pendant 20 années. Donc,
là également, cette constitution, c'est l'un des grands mensonges des négociations. Parce que c'est l'instrument par excellence. C'est l'instrument par excellence pour affaiblir notre pays. Parce que lorsque vous analysez les pouvoirs qui sont organisés dans cette constitution, ce sont les pouvoirs qui se neutralisent. Le président de la République n'a aucun pouvoir, le Parlement n'a aucun pouvoir, les institutions n'ont aucun pouvoir. Et s'il faut la changer, donc personne n'a aucun pouvoir. L'État lui-même n'a aucune forme. L'État n'a aucune forme. Et les principes qui sont édictés là-dedans sont des principes d'ordre général. Vous voyez, ce sont des principes d'ordre général. Donc des choses telles que vous les mettiez dans une constitution ou que vous ne les mettiez pas dans la constitution, ça n'apporte rien à la vie des gens. Nous sommes un pays avec 20 millions de gens qui sont morts. Quel jour nous changerons la constitution pour mettre la notion du génocide dans la constitution? C'est le temps, c'est plus que temps. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda l'a fait. Quand vous lisez la constitution du Rwanda, le tout premier article, la toute première idée, les premiers mots que vous rencontrez, c'est le génocide. Comment faire que le génocide ne se reproduise plus jamais au Rwanda? Et de cette idée, on a décliné tout le reste du pouvoir. Mais chez nous, avec 20 millions de morts, on pense que c'est rien. On peut avoir une constitution générique, d'ordre général comme celle-ci. Ce n'est pas une constitution. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une constitution spécifique. Donc vous êtes pour le changement de la constitution? Nous sommes pour le changement de constitution parce que nous devons introduire la notion du génocide dans la constitution. Ce qui fait mal de l'autre côté, dans l'autre camp. Dans le camp de ceux qui répondent du Rwanda, de Kigali, ça leur fait du mal. Parce qu'ils existent par cette constitution. Mais les peuples ne se retrouvent pas dans cette constitution. C'est la constitution sur la mesure de belligérants. C'est la constitution de belligérants. Pourquoi au premier quinquennat du chef de l'État, il n'y a pas touché? Vous savez, moi je ne peux pas répondre de pourquoi le président de la République n'y a pas touché. Moi je vous dis, on ne fait que perdre du temps en ne touchant pas à cette constitution. Moi j'appelle au changement de cette constitution depuis 2012. Quand j'avais fini d'en faire l'étude scientifique. C'est là que je m'étais rendu compte que ce n'était pas une constitution pour un pays comme le nôtre. Parce que avec 10 millions, 15 millions, 20 millions de morts sous la main, nous devons introduire cette notion dans la constitution pour que ça donne aux institutions les pouvoirs qu'il faut pour défendre le peuple. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Monsieur Dieudonné Kishi, nous vous laissons 1 ou 2 minutes. Si vous avez quelque chose de très profondément à dire, surtout dans votre fil d'idées d'anti-dialogue, qu'est-ce que le peuple peut retenir face à cette situation? Regardez votre caméra. Ce que le peuple doit retenir, c'est que les gens qui demandent le dialogue veulent les contourner. Veulent contourner la volonté du peuple. Veulent faire un coup d'État au peuple. Le peuple qui a installé les institutions. Maintenant, eux, ils veulent venir au dialogue pour faire tomber les institutions et se partager les dialogues dans notre pays, on le sait, c'est pour le brassage, les mixages. Le dialogue qu'ils veulent faire, c'est pour consacrer encore une fois l'impunité. C'est-à-dire les gens qui viennent de tuer les Congolais. Avec les sangs dans les mains, les sangs tout frais dans les mains, ils vont venir tenir des stylos dirigés ici. Donc l'impunité. Ce qui veut dire que si nous le faisons une autre fois, donc si nous le faisons, nous tenons des dialogues qui consacrent l'impunité aujourd'hui. Rien ne nous dit que demain, un autre enfant de ce pays ne va pas prendre des armes soutenues par les Rwandais pour refaire la même chose, tuer encore les Congolais. C'est une mauvaise leçon qu'on est en train de communiquer aux Congolais pour dire tu peux prendre les pouvoirs, les armes, tuer tes compatriotes,
Nous sommes là, nous allons réclamer les dialogues, et par les dialogues, tu vas devenir chef. Et ça, c'est une très mauvaise leçon que nous sommes en train qu'ils ont transmise aux générations à venir. Et c'est pour cela que nous disons non. Tout ça ne doit plus jamais se tenir dans notre pays. Mesdames et messieurs, merci. Surtout, vous nous avez suivis et ça a été un réel plaisir par M. Dieudonné Kishi. Je pense que vous avez compris tout ce qu'il a dit. Il reste intact dans sa décision, dans sa décision plutôt d'anti-dialogue. Monsieur Apollinaire, je vous remercie. Merci également à M. Dieudonné Kishi. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec une